de la différence des mœurs et des inclinations du même peuple en des siècles différents, il arrive encore des temps dont les événements font penser qu'il est arrivé quelque altération physique dans la constitution des hommes. Ce sont ceux où des hommes, d'ailleurs très polis et même lettrés, se portent aux actions les plus dénaturées avec une facilité affreuse. C'est ce que firent les Français sous les règnes de Charles IX et de Henri III. Tous les personnages qui font quelques figures dans l'histoire de Charles IX et dans l'histoire de ses frères, même les ecclésiastiques, ont péri de mort violente. Ceux des seigneurs de ce temps-là qui, comme le maréchal de Saint-André, le connétable de Montmorency, le prince de Condé et le duc de Joyeuse, furent tués dans des actions de guerre, y moururent assassinés. Les coups leur furent portés par des hommes qui les reconnaissaient et qui en voulaient à eux. On sait les noms de ceux qui les tuèrent. Je ne sais pas quelle fatalité Henri II, les trois rois, ses enfants et Henri IV, qui se succédèrent immédiatement, moururent tous 5 de morts violentes, malheur qui n'était pas arrivé à aucun de nos rois de la troisième race, bien que la plupart eussent régné dans des temps difficiles et où les hommes étaient plus grossiers que dans le XIIIe siècle. Nous avons vu dans le XVIIe siècle des guerres civiles en France, et des partis aussi aigris et aussi animés l'un contre l'autre sous Louis XIII et sous Louis XIV que pouvaient l'être dans le siècle précédent les factions qui suivaient les ducs de Guise ou l'amiral de Coligny, sans que l'histoire des derniers mouvements soit remplie d'empoisonnements, d'assassinats, ni des événements tragiques si communs en France sous les derniers Valois. Qu'on ne dise pas que le motif de religion qui entrait dans les guerres civiles du temps des Valois envenimait les esprits et que ce motif n'entrait pas dans nos dernières guerres civiles. Je répondrai que le précepte d'aimer ses ennemis n'étant point contesté par Rome ni par Genève, il s'ensuit que ceux qui prenaient parti pour l'une ou pour l'autre cause de bonne foi devaient avoir horreur d'un assassinat. C'est la politique secondée par l'esprit du siècle qui a fait commettre toutes ces noirceurs à des gens dont, pour me servir de l'expression du temps, toute la religion gisait dans une écharpe rouge et dans une blanche. Si l'on me répliquait que ces scélérats étaient catholiques ou huguenots par persuasion, mais que c'étaient des cerveaux brûlés, des imaginations forcenées, en un mot des fanatiques de bonne foi, ce serait adhérer à mon sentiment. Comme il ne s'en est pas trouvé de tel durant les dernières guerres civiles, il faudra tomber d'accord qu'il est des temps où des hommes de ce caractère, qui rencontrent toujours assez d'occasions d'extravaguer, sont plus communs que dans d'autres. C'est établir la différence des esprits dans le même pays, mais dans différents siècles. En effet, vit-on verser des fleuves de sang au sujet de l'hérésie d'Arius, qui causa tant de disputes et tant de troubles dans la chrétienté. Avant le protestantisme, il s'était élevé en France plusieurs contestations en matière de religion, mais si l'on accepte les guerres contre les Albigeois, il n'était pas arrivé que ces disputes eussent fait verser aux Français le sang de leurs frères, parce que la même âcreté ne s'était pas encore trouvée dans les humeurs, ni la même irritation dans les esprits. Pourquoi vient-il des siècles où les hommes ont un éloignement invincible de tous les travaux d'esprit, et où ils sont si peu disposés à étudier que toutes les voies dont on se sert pour l'y exciter demeurent longtemps inutiles? Tous les travaux du corps et les plus grands dangers leur font moins de peur que l'application. Quel privilège et quel avantage nos rois n'ont-ils pas été obligés d'accorder aux gradués et aux clercs dans le XIIe et dans le XIIIe siècle, afin d'encourager les Français à sortir du moins de l'ignorance la plus crasse, où je ne sais quelle fatalité les retenait plongés. Les hommes avaient alors un si grand besoin d'être excités à l'étude qu'en quelques États on étendit une partie des privilèges des clercs à ceux qui sauraient lire. En effet, de grands seigneurs qui ne savaient pas signer leur nom, ou qui l'écrivaient sans connaître la valeur des caractères dont il était composé, mais en le dessinant d'après l'exemple qu'on leur avait enseigné à imiter, était une chose très commune. De notre côté, on trouvait facilement des gens prêts d'affronter les plus grands dangers et même les travaux les plus longs. Depuis un siècle, les hommes se portent volontiers à l'étude comme à l'exercice des arts libéraux, quoique les encouragements ne soient plus les mêmes qu'autrefois. Les savants médiocres et les personnes qui professent les arts libéraux avec un talent chétif sont même devenus si communs qu'il est des gens assez bizarres
pour penser qu'on devrait aujourd'hui avoir autant d'attention à limiter le nombre de ceux qui pourraient professer les arts libéraux qu'on en a porté autrefois à l'augmenter. Leur nombre, disent-ils, s'est trop multiplié par rapport au nombre du peuple qui exerce les arts mécaniques. La proportion où sont présentement ceux qui vivent des arts libéraux n'est plus la proportion convenable au bien de la société. En littérature, comme en tout le reste, c'est le dérèglement qui cause notre mal. Sénèque le Jeune. Enfin, pourquoi voit-on dans le même pays des siècles si sujets aux maladies épidémiques et d'autres siècles presque exempts de ces maladies si cette différence ne vient point des altérations survenues dans les qualités de l'air, qui n'est pas le même dans tous ces siècles? On compte en France 4 pestes générales depuis 1530 jusqu'en 1636. Dans les 80 années écoulées, depuis jusqu'à l'année 1718, à peine quelques villes de France ont-elles senti une légère atteinte de ce fléau. Il y a plus de 80 ans que les maladeries de 3/4 des villes du royaume n'ont pas été ouvertes. Des maladies inconnues naissent en certains siècles et elles cessent pour toujours après s'être renouvelées 2 ou 3 fois durant un certain nombre d'années. Tels ont été en France le mal des ardents et la colique de Poitou. Quand on voit tant d'effets si bien marqués de l'altération des qualités de l'air, quand on connaît si distinctement que cette altération est réelle, et quand on connaît même la cause, peut-on s'empêcher de lui attribuer la différence sensible qui se rencontre dans le même pays entre les hommes de 2 siècles différents? Je conclus donc en me servant des paroles de Tacite, que le monde est sujet à des changements et à des vicissitudes dont la période ne nous est pas connue, mais dont la révolution ramène successivement la politesse et la barbarie, les talents de l'esprit comme la force du corps, et par conséquent le progrès des arts et des sciences, leur langueur et leur dépérissement, ainsi que la révolution du soleil ramène les saisons tour à tour. Il y en a à toute chose une espèce de cycle qui fait que, comme les époques, les mœurs s'inversent en se succédant. C'est une suite du plan que le Créateur a voulu choisir et des moyens qu'il a élus pour l'exécution de ce plan. De la manière dont la réputation des poètes et des peintres s'établit. Je m'acquitte de la promesse que j'ai faite au commencement de cet ouvrage d'examiner avant que de le finir la manière dont la réputation des peintres et la réputation des poètes s'établissent. C'est que mon sujet m'obligera de dire sur le succès des vers et des tableaux sera une nouvelle preuve de ce que j'ai déjà dit touchant le mérite le plus essentiel et le plus important de ces ouvrages. Les productions nouvelles sont d'abord appréciées par des juges d'un caractère bien différent, les gens du métier et le public. Elles seraient bientôt estimées à leur juste valeur si le public était aussi capable de défendre son sentiment et de le faire valoir. Il sait bien prendre son parti, mais il a la facilité de se laisser troubler dans son jugement par les personnes qui font profession de l'art, auquel l'ouvrage nouveau ressortit. Or, ces personnes sont sujettes à faire souvent un mauvais rapport par les raisons que nous exposerons. Elles obscurcissent donc la vérité de manière que le public reste durant un temps dans l'incertitude ou dans l'erreur. Il ne sait pas précisément quel titre mérite l'ouvrage nouveau défini en général. Le public demeure indécis sur la question s'il est bon ou mauvais à tout prendre, et il en croit même quelquefois les gens du métier qui le trompent, mais il ne les croit que durant un temps assez court. Ce premier temps écoulé, le public apprécie un ouvrage à sa juste valeur, et il lui donne le rang qu'il mérite, ou bien il le condamne à l'oubli. Il ne se trompe point dans cette décision parce qu'il en juge avec désintéressement et parce qu'il en juge par sentiment. Quand je dis que le jugement du public est désintéressé, je ne prétends pas soutenir qu'il ne se rencontre dans le public des personnes que l'amitié séduit en faveur des auteurs et d'autres que l'aversion prévient contre eux. Mais elles sont en si petit nombre, par comparaison aux juges désintéressés, que leur prévention n'a guère d'influence dans le suffrage général. Un peintre, et encore plus un poète, qui tient toujours une grande place dans son imagination, et qui lui-même est encore souvent un homme de ce caractère d'esprit violent, pour lequel il n'est point de personnes indifférentes, se figure qu'une grande ville, qu'un royaume entier n'est peuplé que d'envieux, ou d'adorateurs de son mérite. Il s'imagine le partager en 2 factions aussi animées l'une contre l'autre, et l'autre pour lui que les guelfes et les gibelins l'étaient contre les empereurs, et pour les empereurs lorsque réellement il n'y a pas 50 personnes qui aient pris parti pour ou contre lui et qui s'intéressent avec affection à la fortune de ses vers. La plupart de ceux en qui il suppose des sentiments de haine ou d'amitié très décidés
sont dans l'indifférence et disposés à juger de l'auteur par sa comédie, et non de la comédie par son auteur. Ils sont prêts à dire leurs sentiments avec autant de franchise que les amis commensaux d'une maison disent le leur sur un cuisinier que le maître essaye. Ce n'est pas le moins équitable des jugements de notre pays. Que le public juge bien des poèmes et des tableaux en général, du sentiment que nous avons pour connaître le mérite de ces ouvrages. Non seulement le public juge d'un ouvrage sans intérêt, mais il en juge encore ainsi qu'il en faut décider en général, c'est-à-dire par la voie du sentiment, et suivant l'impression que le poème ou le tableau font sur lui. Puisque le premier but de la poésie et de la peinture est de nous toucher, les poèmes et les tableaux ne sont de bons ouvrages qu'à proportion qui nous émeuvent et qui nous attachent. Un ouvrage qui touche beaucoup doit être excellent à tout prendre. Par la même raison, l'ouvrage qui ne touche point et qui n'attache pas ne vaut rien. Et si la critique n'y trouve point à reprendre des fautes contre les règles, c'est qu'un ouvrage peut être mauvais sans qu'il y ait des fautes contre les règles, comme un ouvrage plein de fautes contre les règles peut être un ouvrage excellent. Pour le sentiment enseigne bien mieux si l'ouvrage touche et s'il fait sur nous l'impression qu'il doit faire, que toutes les dissertations composées par les critiques pour en expliquer le mérite et pour en calculer les perfections et les défauts. La voie de discussion et d'analyse dont se servent ces messieurs est bonne à la vérité lorsqu'il s'agit de trouver les causes qui font qu'un ouvrage plaît ou qu'il ne plaît pas, mais cette voie ne vaut pas celle du sentiment lorsqu'il s'agit de décider cette question. L'ouvrage plaît-il ou ne plaît-il pas? L'ouvrage est-il bon ou mauvais en général? C'est la même chose, le raisonnement ne doit donc intervenir dans le jugement que nous portons sur un poème ou sur un tableau en général que pour rendre raison de la décision du sentiment et pour expliquer quelles fautes l'empêchent de plaire et quels sont les agréments qui le rendent capable d'attacher. Qu'on me permette ce trait, la raison ne veut point qu'on raisonne sur une pareille question, à moins qu'on ne raisonne pour justifier le jugement que le sentiment a porté. La décision de la question n'est point du ressort du raisonnement. Il doit se soumettre au jugement que le sentiment prononce. C'est le juge compétent de la question. Raisonne-t-on pour savoir si le ragoût est bon ou mauvais, et s'avise-t-on jamais, après avoir posé des principes géométriques sur la saveur et défini les qualités de chaque ingrédient qui entre dans la composition de ce mets, de discuter la proportion gardée dans leur mélange pour décider si le ragoût est bon? On n'en fait rien. Il est en nous un sens mais fait pour connaître si le cuisinier a opéré suivant les règles de son art. On goûte le ragoût, et même sans savoir ses règles, on connaît s'il est bon. Il en est de même en quelque manière des ouvrages d'esprit et des tableaux faits pour nous plaire, en nous touchant. Il est en nous un sens destiné pour juger du mérite de ces ouvrages qui consiste en l'imitation des objets touchants dans la nature. Ce sens est le sens même qui aurait jugé de l'objet que le peintre, le poète ou le musicien ont imité. C'est l'œil lorsqu'il s'agit du coloris d'un tableau, c'est l'oreille lorsqu'il est question de juger si les accents d'un récit sont touchants ou s'ils conviennent aux paroles et si le chant en est mélodieux. Lorsqu'il s'agit de connaître si l'imitation qu'on nous présente dans un poème ou dans la composition d'un tableau est capable d'exciter la compassion et d'attendrir, le sens destiné pour en juger est le sens même qui aurait été attendri. C'est le sens qui aurait jugé de l'objet imité. C'est ce sixième sens qui est en nous, sans que nous voyions ses organes. C'est la portion de nous-mêmes qui juge sur l'impression qu'elle ressent et qui, pour me servir des termes de Platon, prononce sans consulter la règle et le compas. C'est enfin ce qu'on appelle communément le sentiment. Le cœur s'agite de lui-même, et par un mouvement qui précède toute délibération, quand l'objet qu'on lui présente est réellement un objet touchant, soit que l'objet ait reçu son être de la nature, soit qu'il tienne son existence d'une imitation que l'art en a faite. Notre cœur est fait, il est organisé pour cela. Son opération prévient donc tous les raisonnements ainsi que l'opération de l'œil et celle de l'oreille, les devance dans leurs sensations. Il est aussi rare de voir des hommes nés sans le sentiment dont je parle qu'il est rare de trouver des aveugles nés. Mais on ne saurait le communiquer à ceux qui en manqueraient non plus que la vue et l'ouïe. On ne le communique pas plus par la technique que par le goût ou l'odorat. Ainsi les imitations font leur effet sur nous. Elles nous font rire ou pleurer. Elles nous attachent avant que notre raison ait eu le temps d'agir et d'examiner. On pleure à une tragédie avant que d'avoir discuté si l'objet que le poète nous y présente est un objet capable de toucher par lui-même, et s'il en est bien imité. S'il est bien imité. Le sentiment nous apprend ce qui en est avant
que nous ayons pensé à en faire l'examen. Le même instinct qui nous ferait gémir par un premier mouvement à la rencontre d'une mère qui conduira son fils unique au tombeau, nous fait pleurer quand la scène nous fait voir l'imitation fidèle d'un pareil événement. On reconnaît si le poète a choisi un objet touchant et s'il a bien imité, comme on reconnaît sans raisonner si le peintre a peint une belle personne ou si celui qui a fait le portrait de notre ami l'a fait ressemblant. Faut-il pour juger si ce portrait ressemble ou non prendre les proportions du visage de notre ami et les comparer aux proportions du portrait? Les peintres même diront qu'ils aient en eux un sentiment subi qui devance tout examen et que l'excellent tableau qu'ils n'ont jamais vu fait sur eux une impression soudaine qui les met en état de pouvoir, avant aucune discussion, jugée de son mérite en général. Cette première appréhension leur suffit même pour nommer le noble artisan du tableau. On a donc raison de dire communément qu'avec de l'esprit, on se connaît à tout. Car on entend alors par le mot d'esprit la justesse et la délicatesse du sentiment. Les Français sont en possession de donner au mot esprit des significations bien plus abusives. Ainsi Pascal, il n'avait pas encore assez réfléchi quand il mit sur le papier que ceux qui jugent d'un ouvrage par les règles sont à l'égard des autres hommes comme ceux qui ont une montre sont à l'égard de ceux qui n'en ont point, quand il est question de savoir l'heure. Je crois cette pensée du nombre que celle qu'un peu de méditation lui ont fait expliquer, car on sait bien que celui des ouvrages de Pascal que je cite est composé d'idées qui lui étaient venues dans l'esprit et qu'il avait jetées sur le papier plutôt pour les examiner que pour les publier. Elles furent imprimées après sa mort dans l'état où il les avait laissées, lorsqu'il s'agit du mérite d'un ouvrage fait pour nous toucher. Ce ne sont pas les règles qui font la montre, c'est l'impression que l'ouvrage fait sur nous. Plus notre sentiment est délicat, ou si l'on veut, plus nous avons d'esprit, plus la montre est juste.